de Gèdre, parce que Gavarnie dépend de la commune de Gèdre. Donc cette maison du parc est menacée de disparition, de démolition pure et simple, car en effet, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, à la fin de l'année 20, il y a à peu près 8 mois environ, les instances dirigeantes du parc national des Pyrénées ont décidé d'envisager de démolir cette maison du parc pour faire place à une nouvelle maison qui serait plus moderne, plus adaptée, soi-disant, aux besoins des visiteurs. Bref, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, vous le savez. On a trouvé 1000 défauts à cette réalisation d'Edmond-Lay, qui donc est aujourd'hui menacée de démolition. Alors, vous savez, certains d'entre vous savent sans doute que je suis par ailleurs membre de l'association Parcours d'Architecture, dont l'objet principal est de contribuer à faire connaître l'architecture moderne du XXe siècle et à la défendre si besoin est, et donc d'œuvrer à sa préservation, à sa conservation et à sa compréhension aussi auprès du public, d'où ma présence ici. Si mes cours ont aussi pour but de vous aider à mieux connaître la production générale du XXe siècle, et y compris jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, en ce qui concerne la mairie et maison du parc de Gavarnie, elle date de 1981, donc elle a une quarantaine d'années, donc loin d'être, elle n'est pas du tout délabrée, hein, elle est tout à fait correcte, comme vous pouvez le voir. Voici la vue que l'on a depuis sa terrasse sud, qui donne vraiment un spectacle magique sur le cirque de Gavarnie. Voici maintenant sa façade sud, celle qui regarde le cirque donc, avec en particulier, vous voyez, ce travail de menuiserie, de charpente assez étonnant, avec en particulier ici cette terrasse avancée qui correspondait à l'antenne de la mairie, ici, hein, au premier étage, alors que la maison du parc est plutôt ici au rez-de-chaussée. Voilà donc une bâtisse parfaitement intégrée dans son environnement montagnard et qui, par ses choix architecturaux, s'intègre parfaitement à la tradition architecturale vernaculaire du village de Gavarnie et de manière générale d'une vallée pyrénéenne habituelle. Vous voyez, avec le travail sur les pans de la toiture, les matériaux bien évidemment, bon, tout ça concourt à faire de cette bâtisse un bel exemple de ce que peut être une architecture moderne bien intégrée dans son environnement ici montagnard. Donc elle est menacée de démolition parce qu'il y a eu un concours qui a sélectionné un certain nombre de candidats. Il y en a eu 4 qui ont été sélectionnés, puis le lauréat est finalement le cabinet de l'architecte japonais Kengo Kuma, peut-être vous connaissez son nom, qui est assez connu maintenant, qui est il fait déjà désormais partie des stars architectes, hein, si vous voulez, un peu connu au niveau international. Il a réalisé plusieurs choses en France et donc c'est lui qui a été choisi comme lauréat. Donc à ce jour, c'est lui qui devrait construire la nouvelle maison du parc. Mais nous, finalement, nous avons décidé de nous battre un petit peu pour essayer de sauver cette maison qui, à nos yeux, nous paraît vraiment tout à fait un bel édifice et qui mérite d'être conservé. On peut y trouver des défauts constructif aujourd'hui, on peut trouver qu'il a peut-être qu'il est mal isolé ou des choses comme ça, mais tout ça peut s'arranger. Donc nous militons en gros pour qu'on le conserve et qu'on le rénove de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins d'aujourd'hui. Et point n'est besoin d'envisager de le démolir. Voilà l'objet de notre démarche en ce moment et dont nous avons décidé de lancer une pétition qui a commencé à circuler depuis plusieurs jours, tant au niveau local qu'au niveau national. Et précisément, le hasard fait bien les choses, il se trouve que les 2 architectes dont je parle en ce moment, c'est-à-dire Rudy Ricciotti, la semaine dernière, et je compte peut-être en parler encore aujourd'hui, et Anne Lacaton, sont tous les 2 signataires de cette pétition. Donc vous voyez qu'elle a un écho
national. Et donc nous espérons qu'à partir de là, on arrivera au moins à ce qu'il y ait, comme dit l'autre, qu'il y ait une pause et qu'on réfléchisse un peu plus à ce qu'il convient de faire de ce bâtiment. Voilà, donc ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous informer de cette démarche, de vous montrer ici le texte de la pétition qui est adressé au président actuel du parc national, hein, qui est Louis Armary. Voilà donc ici la pétition que vous pouvez trouver sur le site change.org. Donc elle est adressée, vous le voyez, à Louis Armary, qui est l'actuel président du parc depuis quelques mois à peine. Hein. Il a remplacé l'ancien président démissionnaire. Donc voilà, on peut le lire ensemble si vous voulez, comme ça vous aurez exactement le contenu. Un concours a été lancé donc, le 25 mai 2002 pour rénover l'œuvre de Edmond Lay. Excellente nouvelle, à exception du fait que ce projet cache en réalité une démolition. Bien, comment est-ce possible? Au regard de la reconnaissance publique et patrimoniale de l'œuvre d'Edmond Lay d'un côté et des politiques de transition écologique de l'autre, la destruction d'un édifice de cette qualité, qui ne montre qu'un signe délabrement, est inadmissible. Donc, inaugurée en 1981, la maison du parc est destinée à accueillir. Elle est construite en bordure du Gave, à l'entrée du village, bien. Et elle offre une vue panoramique, vous l'avez vu, et, sur le cirque de Gavarnie, site classé et patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous savez tous. Alors donc, comme vous le voyez ici, on fait observer les qualités architecturales de cet édifice, et puis donc, on appelle le directeur du parc à stopper ce processus de destruction qui est en cours, et donc d'arrêter ce processus et de reconsidérer donc la manière d'œuvrer à la pérennité de cette réalisation. Et pour nous, ça s'inscrit aussi dans une période où une partie de l'œuvre d'Edmond Lay, alors qu'il est quand même maintenant reconnu, et je dirais un peu grâce à nous, parce que nous avons beaucoup œuvré à ce que son travail soit reconnu, et donc Jocelyn Lermé, qui est le président de Parcours d'Architecture, a été lui-même commissaire d'exposition, de l'exposition qui s'est tenue à la Maison du Parc, précisément, hein, à la rue du 4 septembre, il y a quelques années. Exposition qui était la première qu'on ait faite sur Edmond Lay. Donc nous avons, je le disais, beaucoup œuvré à faire connaître et reconnaître également officiellement, car plusieurs de ces réalisations sont désormais classées monuments historiques, ce qui n'est pas rien. Pour un architecte, il est décédé récemment, vous le savez, mais de son vivant, plusieurs de ces réalisations ont été classées monuments historiques, ce qui est assez rare, et donc à noter quand même. Donc il y a quand même un ensemble de réalisations qui constituent, pour le département en particulier, un patrimoine tout à fait remarquable, hein, d'architecture moderne, adapté, en grande partie adapté à ce qu'est la Bigorre, la montagne. Je pense qu'à tout point de vue, c'est une œuvre tout à fait remarquable. Donc voilà un peu le sens de notre démarche, qui j'espère va déboucher sur au moins l'arrêt de ce processus et une rediscussion peut-être des conditions du concours, si c'est le cas, et de redéfinir le destin de cet édifice. Mais je disais, plusieurs édifices, plusieurs réalisations d'Edmond Lay sont plus ou moins menacées. On sent qu'il y a un moment là où, après les années où vraiment les édiles locaux en particulier ont pris conscience qu'ils avaient là à faire un patrimoine intéressant, ça semble un peu s'éloigner tout ça, et donc on voit qu'il y a plusieurs édifices qui sont un peu menacés. Par exemple à Saint-Lary, il y a déjà la maison, l'ancien logement des gardiens du parc qui se trouve à l'entrée de Saint-Lary, qui a été cédé à la mairie, et que la mairie a déjà transformé sans tenir compte d'aucune préconisation
de cette architecture, qui n'est pas classée dans ce cas-là, mais qui mérite d'être un peu respectée. Regardez avec un minimum de respect quand même. Voilà. On dit que le restaurant L'Arcoche au bord du lac de Payolle est aussi menacé. Il peut être vendu à un particulier qui pourra en faire peut-être autre chose que ce pourquoi il a été conçu au départ. Bref, de toutes parts, on sent que l'œuvre d'Edmond Lay n'est pas tout à fait considérée à sa juste valeur. Et donc voilà, ça fait partie un peu de ce combat que de défendre, je crois, cet édifice. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple, vous pouvez vous taper sur votre moteur de recherche habituel pétition Gavarni ou Gavarni pétition, et vous allez avoir accès directement à Change.org et vous aurez le texte de la pétition avec les photos qui l'accompagnent, comme celles que vous avez là au départ, vous voyez, qui permettent de mieux visualiser pour les gens qui ne connaîtraient pas ce bâtiment. Voilà. Et donc, cette pétition a été initiée notamment, en dehors de nous, par Sophie Desca, qui est enseignante à l'école d'architecture de La Villette, à Paris, et qui est par ailleurs présidente de l'association Sites et Monuments, qui, comme son nom l'indique, œuvre à la défense justement du patrimoine, des monuments et des sites de manière générale, parce que l'architecture, ce n'est pas uniquement des bâtiments isolés, c'est la manière dont ces bâtiments s'inscrivent dans un paysage en particulier. Dans le cas de Gavarni, c'est vraiment le cas. Voilà. Donc, voilà les signataires, et puis vous avez un certain nombre de références bibliographiques qui vous permettent de compléter votre information, si vous voulez, autour d'Edmond Lay. Voilà l'information du jour que je tenais à vous faire passer, parce que je crois qu'il y a des moments où il faut quand même un peu se mobiliser pour essayer de sauver des édifices de valeur. Surtout qu'il y avait parmi les architectes qui avaient concouru, il y en avait qui voulaient intégrer le nouvel édifice dans l'édifice existant. Oui, alors j'avoue que je n'ai pas connaissance des dossiers. Je connais un des architectes. Oui. Donc qui aurait de se défendre puisqu'il avait concouru. Oui. Et paraît-il, d'après lui, c'était facile. Oui. On pouvait améliorer. Alors que le projet de Kengo Kuma, ce n'est plus ou moins qu'une boîte de verre avec un toit plat, bon, tout à fait adapté, comme vous comprenez, au climat de montagne, 1300 mètres d'altitude, avec 3 ou 4 mois d'enneigement. Bon, bref, le type même du projet hors sol, qui ne tient pas du tout compte de l'environnement. Pardon ? Je voulais juste ajouter que Jocelyn Lermé de Germe. Ah oui, Jocelyn Lermé. Ah oui, vient dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans le cadre d'un petit cycle de conférences que nous avons le jeudi à l'UTL, qui est axé sur art et patrimoine. Nous avons eu la semaine dernière les représentants de la DRAC. Demain, nous avons Madame Zapata qui vient parler du faux et de l'usage du faux. Et donc, dans 15 jours, c'est Jocelyn qui vient, et qui était déjà venu dans l'atelier Retour d'Expo en début d'année pour nous parler des vitrines de... Ah oui. Comment ça s'appelle ? Oui. Les vitrines de... Bon, enfin, des vitrines de l'art, comme ça. Voilà. Ouais. Et je crois que ça sera pérennisé l'année qui arrive. Voilà. Oui, je vous encourage à venir assister à sa conférence qui aura lieu donc exactement dans 15 jours, le jeudi 20, et qui portera sur les interventions d'artistes contemporains, de plasticiens contemporains, dans des sites patrimoniaux, justement. C'est vraiment intéressant, la dialectique art contemporain et patrimoine architectural. Voilà le sujet de sa conférence. Pardon ? Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse détruire un monument, alors que c'est un architecte reconnu, sans que la famille soit au courant. La famille est au courant, a été informée, mais elle n'a pas l'air de... Elle pourrait faire valoir le droit de regard qu'elle a sur l'œuvre d'Edmond. La décision dans ce concours, est-ce que c'est le président du Parc national des Pyrénées ou est-ce que c'est le président de la communauté de communes ? Non, c'était une propriété
du parc national, et c'est en tant que tel que le conseil d'administration du parc national a pris cette décision. Oui, oui. Dans lequel je crois qu'il y a la maire de Gèdre en fait partie. Voilà, alors donc voilà le sujet du jour, donc Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, et là nous abordons avec eux, avec ce duo et avec Patrick Bouchin, des architectes qui, par rapport à ce que nous avons étudié récemment, qui sont quand même des architectes, on va dire, assez spectaculaires, malgré tout, pensez à Jean Nouvel, pensez aussi à Rudy Ricciotti. Là, on a affaire à des architectes qui se veulent plus modestes dans leur production, dans leur proposition, mais dont les recherches et la logique d'ensemble est tout à fait intéressante à l'heure de l'architecture, d'une part durable, disons globalement, la question de l'architecture durable et de l'inscription de l'architecture d'aujourd'hui dans les problématiques générales concernant la préservation de l'environnement, mais aussi par leur préoccupation d'ordre social, qui est vraiment au cœur de leur démarche. Vous voyez d'ailleurs les 3 points sur lesquels que je vais développer aujourd'hui à leur propos: à la recherche de la maison bon marché, réhabilitation de l'habitat collectif de type HLM, vous voyez, et réaménagement de friches industrielles en particulier. Donc on est vraiment avec une équipe là, enfin, un duo qui a ceci donc au cœur de sa démarche et qui donc va essayer de le traduire dès les premiers pas de leurs travaux à l'orée des années 80. Ces 2 jeunes gens que vous voyez ici, pardon, j'ai oublié de... Voilà notre duo, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont reçu il y a vraiment très peu de temps, l'année dernière en fait, en gros on pourrait dire, hein, ce sont les derniers récipiendaires du prix, enfin les avant-derniers. Le dernier, c'est un architecte britannique, d'ailleurs très intéressant aussi, dans la même lignée, qui s'appelle bon, ça me reviendra. David Chipperfield, qui a reçu donc le prix Pritzker cette année. Et donc, on sent d'ailleurs que le prix Pritzker connaît un certain infléchissement depuis quelques années, avec l'ère du temps. Il s'éloigne un petit peu des réalisations fracassantes et spectaculaires de type Jean Nouvel à Abu Dhabi, si vous voyez, qui pourrait recevoir à ce titre un prix de ce type. Mais on a, dans le prix Pritzker, on sent une nouvelle sensibilité précisément vers les architectes qui ont pour souci précisément de se poser les questions de l'architecture durable aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la traduction. Alors, les voilà pris en photo donc il y a 2 ans, lorsqu'ils ont reçu leur prix. Et les voilà photographiés plus jeunes, mais vous voyez, ils ont quand même gardé à peu près la même allure. Ils n'ont pas trop vieilli. Est-ce que l'architecture durable conserve? Peut-être. En tout cas, vous voyez, ils sont nés en 54 et 55 l'un et l'autre. Donc, bon, ben, ils atteignent 70 ans là, quoi, maintenant, bientôt. Et donc, ce sont maintenant des architectes vénérables, hein, qui sont installés depuis longtemps. Ils ont quitté Bordeaux depuis les années 80 et ils sont installés aujourd'hui dans la région parisienne. Leur studio se trouve à Montreuil. Alors voilà donc présenter un petit peu ces 2 personnages qui sont bordelais, enfin ils ne sont pas exactement bordelais, mais ils se sont rencontrés à l'école d'architecture de Bordeaux au cours de leurs études. Et ils se sont liés d'amitié et ils ont commencé à collaborer dès ce moment-là, y compris dans leurs premiers pas, lorsque Jean-Philippe Vassal est allé pendant plusieurs années au Niger, à l'époque, au début des années 80, au Niger, pour y faire des travaux, et que donc, c'est intéressant, dans un pays vraiment pauvre, parmi les pauvres, hein, le Niger fait partie des pays les plus pauvres de la Terre, hein. Et donc il a fallu là-bas construire, aménager pour une population pauvre et avec dans un pays où les matériaux habituels des pays développés étaient absents ou quasiment absents, et donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord et donc utiliser des matériaux
de toutes sortes, utilisables, et donc se creuser un peu les méninges pour essayer de trouver des solutions techniques à des projets constructifs qui n'étaient pas évidents à mener. Donc ça a été un très bon apprentissage de leur démarche qu'on pourrait appeler, en rapprochant un petit peu, l'idée me vient, vous connaissez l'arte povera, peut-être, hein, on pourrait dire que c'est une architecture povera, dans le même esprit, c'est-à-dire utilisant des matériaux pauvres, entre guillemets, des matériaux ordinaires, souvent issus du monde industriel ou des serres horticoles, vous verrez, chez eux en particulier, et donc qui ont appris à se débrouiller avec les moyens du bord, et donc à imaginer des solutions peu onéreuses et bien adaptées au territoire où ils se trouvent. Donc on va commencer par leur début, à la recherche de la maison populaire bon marché. Et là, ils vont commencer dans la région, à Bordeaux même, puisque une de leurs réalisations les plus connues s'appelle la maison La Tapie, sur la commune de Floirac, 1993. Donc Floirac, c'est sur la rive droite de la Garonne, en face de Bègles. Vous voyez, si vous connaissez Bordeaux, c'est la rive droite, première commune un peu de banlieue, lorsqu'on sort de Bordeaux, sur la rive droite. Aujourd'hui, il est d'ailleurs en plein essor, parce que avec l'explosion de l'agglomération de Bordeaux, c'est une des communes qui bénéficie le plus de cette croissance urbaine. Donc là, leur projet, ça consistait à imaginer et proposer à une famille aux revenus modestes un habitat donc peu onéreux, à leur portée, dans un quartier qui était un quartier de banlieue tout à fait ordinaire, tout à fait banal, constitué de petits pavillons disparates et de quelques bâtiments collectifs, mais vraiment une banlieue tout à fait ordinaire, rien de monumental, rien d'ordonné, rien d'urbanisé au sens général du mot. Donc c'était vraiment se glisser sur une parcelle relativement limitée, la seule que pouvait se payer cette famille La Tapie, pour un budget donc très limité. Alors finalement, le coût de cette maison La Tapie s'est élevé à 450 000 francs, c'était avant l'euro, ce qui correspond à 55 000 euros hors taxe et 68 000 euros TTC. Le coût global, 70 000 euros TTC. Bon, valeur 93, qu'il faudrait réévaluer aujourd'hui, mais malgré tout, vous voyez qu'on est quand même dans un budget tout à fait modeste. 185 mètres carrés quand même, donc c'est pas rien, hein, qui peuvent être habitables. Et vous voyez qu'il y a sur cette proposition, il y a deux parties dans la maison. Il y a une partie qui apparaît ici, opaque, si vous voulez, qui est la partie fixe de la maison, la partie qui est habitée en permanence. Et une partie qui, elle, se déploie, qui est pratiquement de la même importance en volume, hein, en volume et en surface, si ce n'est plus, et qui donc se déploie, on pourrait dire, à l'extérieur de ce bâti-là, et qui correspond donc à une sorte d'extension côté jardin qui est très modulable, vous allez le voir. Alors, elle comporte deux façades, cette maison, une façade côté rue, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment dans un paysage, un environnement tout à fait banal et ordinaire, plutôt médiocre, d'une rue de banlieue. Et voilà comment se présente cette façade, qui peut paraître un peu rébarbative, parce que bardée, vous voyez ici, d'un revêtement qui constitue de sorte de... C'est pas de la tôle ondulée, c'est plutôt du fibrociment, vous voyez, et qui peut être complètement fermé. Donc vous avez là, sur cette image, les possibilités d'aménagement de cette façade côté rue. Elle peut être complètement obturée, comme ici, vous voyez, et donc elle peut apparaître à ce moment-là comme une sorte de garage ou d'entrepôt, vous voyez, fermé par de la tôle ondulée. Elle peut apparaître comme ça. Et puis, chacune des parties peut s'ouvrir, soit en rez-de-chaussée, soit au premier étage, comme vous le voyez ici, complètement, et même avec des effets traversants, comme ici, vous voyez, où
cette partie-là permet de communiquer entre la façade ouest, qui est la façade rue, et la façade est, qui est la façade jardin. Donc déjà, une première façade assez surprenante, mais qui montre comment, à partir de matériaux pauvres, me paraît tout à fait ordinaire, on peut arriver quand même à faire une proposition de modularité de la façade tout à fait intéressante. Maintenant, voilà, on va passer côté est, où là vous voyez donc le bâti, il est fait d'une ossature métallique, vous voyez là, vous voyez les charpentes et poutres métalliques, sur lesquelles viennent s'encastrer en quelque sorte, se caler le bâti qui est en bois, qui est intégralement en bois. Donc c'est une maison bois construite sur une ossature métallique et qui communique directement avec une sorte d'extension qui est ici, sur le plan, vous voyez sur cette coupe, voilà la partie donc du bâti en bois, avec 2 étages, séjour, cuisine, débarras, etc., ce genre de pièces en bas, et en haut, comme souvent le cas, la partie nuit avec les chambres. Et puis on a ici donc une sorte de grande serre qui, vous voyez, s'articule directement avec le bâti principal et qui donc donne ceci, côté est. Et donc là, Lacatan et Vassal tirent ces matériaux directement de l'horticulture. C'est les matériaux qu'on utilise pour fabriquer des serres qu'ils transposent à l'habitat, avec une ossature métallique légère et donc des éléments de polycarbonate qui viennent permettre qui peuvent clôturer l'ensemble de cette extension, qui est, vous le voyez, aussi grande que la maison elle-même, et qui peuvent tout à la fois se fermer complètement pour se protéger selon la saison, pour se protéger du temps, ou au contraire s'ouvrir largement, ou s'ouvrir à moitié. Toutes sortes de combinaisons d'ouverture et donc de circulation naturelle de l'air, il y a une ventilation naturelle, sont possibles. Alors là, bon, la première photo, vous voyez, c'était sans doute au début de l'histoire de la maison, il n'y avait pas grand-chose devant, et puis maintenant, vous voyez que la parcelle s'est un petit peu habillée, donc elle a une autre allure, et vous voyez que à l'intérieur, le dispositif peut changer complètement, selon le moment, la saison, l'humeur. On peut, oui ou non, utiliser cette partie, on peut débarrasser l'ensemble de ces meubles et en faire une sorte de grande salle où on peut organiser une fiesta avec 20 ou 30 personnes, ou bien au contraire la conserver pour une vie simplement de famille. Je précise que la famille, c'est la famille type, hein, c'est un couple et 2 enfants, 4 personnes. Voilà. Donc, voilà une proposition d'habitat qui a beaucoup attiré l'attention sur eux. C'est une des premières réalisations qui les ont fait remarquer, et qui donc, pour un budget, un exemple de modularité de l'habitat, de l'espace intérieur, de sa relation avec l'extérieur, qui a été qui est tout à fait intéressante, sinon exemplaire. Quelques années après, disons une dizaine d'années après, ils ont fait partie, vu justement le type d'habitat qu'ils avaient proposé, ils ont fait aussi d'autres maisons autour de Bordeaux, voilà, même dans ces années-là, dont une qui a été très remarquée aussi, qui n'était pas une villa, qui n'était pas une maison pour une famille modeste, mais une villa pour des gens aisés, au Cap Ferré. Vous savez que le Cap Ferré, au bord du bassin d'Arcachon, c'est quand même le haut lieu de la bourgeoisie bordelaise, et qui a des villas superbes, mais très 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 chères. Et donc ils ont été appelés à construire une villa. Et alors ce qui a beaucoup attiré l'attention, c'est le fait que c'était un terrain sablonneux, type dune, planté de pins, comme c'est souvent le cas dans ce coin. Et donc ils n'ont rien touché aux pins. Ils ont intégré les pins dans le plan d'ensemble, et le séjour de la villa est ponctué comme ça de pins, et la maison est sur pilotis au-dessus de la dune. Donc l'environnement de départ est, on pourrait dire, quasiment intact, et la maison est venue se poser doucement sur cette parcelle. Vous voyez, donc ça c'est aussi tout à fait significatif de leur conception du rapport de l'architecture à l'espace. Alors, fort de toutes ces réalisations,
ils ont été convoqués à une expérience tout à fait intéressante qui s'est déroulée à Mulhouse, vous voyez, vers 2005, et qu'on a appelé la Cité Manifeste, où ont été, alors voilà, ici, vu du ciel, cet îlot, qui se trouve dans une cité ouvrière de Mulhouse, voilà ce qu'ils ont réalisé ici, et vous voyez que vous reconnaissez ici le principe de la serre, hein, qui vient ici s'ajouter à la maison. Et voilà les autres contributions des architectes, de ce groupe d'architectes qui a été réuni par le ministère de l'équipement. Je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, si c'était l'équipement, le logement. C'était à l'époque de Jean-Louis Borloo, vous voyez, pour vous situer. C'est lui qui a été un petit peu le promoteur de cette expérience, pour essayer de trouver un nouveau type d'habitat populaire, ouvrier, adapté aux besoins du début du XXIe siècle. Alors, voilà une photo d'ailleurs où on voit, il y a eu 5 architectes ou groupes ou duos d'architectes qui ont été convoqués. Vous reconnaissez Anne Lacaton et Philippe Vassal. Vous reconnaissez ici Jean Nouvel, peut-être, hein, avec son éternel costume noir. Et vous voyez ici quelqu'un qui a une allure japonaise, effectivement. C'est Shigeru Ban et son collaborateur Jean de Gastine, qui est là. Shigeru Ban, si ça ne vous dit rien, c'est lui qui a conçu, avec Jean de Gastine, l'antenne de Beaubourg à Metz. Si vous connaissez ce bâtiment, c'est lui qui en est le concepteur. Donc voilà le groupe d'architectes qui a travaillé à ce chantier. Et pourquoi Mulhouse a été choisi? Parce que Mulhouse est historiquement la ville dans notre pays où est née la cité ouvrière. Le concept de cité ouvrière est né là. Parce que Mulhouse, dès le milieu du XIXe siècle, est une grosse cité industrielle, orientée vers le textile en particulier. Vous connaissez peut-être les fils de coton fabriqués à Mulhouse. S'il y a parmi vous des couturières ou des couturiers, des gens qui sont habitués à faire de la couture, disons, peut-être qu'ils connaissent les bobines. Moi, je me souviens, en tout cas, il y a encore peu de temps, des bobines de fil de coton en bois, où il y avait marqué DMC. Bon, je vois que j'ai des connaisseurs là. Donc, DMC pour Dollfus, Mig et compagnie, qui est une des grosses fabriques de fil de coton de Mulhouse. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Mulhouse, vous pourrez visiter les anciennes usines Dollfus Mig, qui sont un chef-d'œuvre d'architecture industrielle du XIXe siècle. Donc c'est ce contexte-là, Mulhouse, grosse cité industrielle où est né le textile, notamment la métallurgie. C'est un des foyers d'Alstom. Hein. Alstom, c'est l'alsacienne, Als pour alsacienne, de construction mécanique à l'origine, qui était basée à Mulhouse et qui a émigré à Belfort. Donc, oui, à tout point de vue, Mulhouse est un des grands foyers industriels germano-français, on va dire, hein, parce que l'Alsace a été successivement française et allemande. En tout cas, c'est là qu'est née donc cette cité ouvrière Müller, qui est toujours là, hein, et vous voyez une photo prise autrefois, qui montre la permanence de cet habitat ouvrier. Et c'est donc dans ce contexte-là que nos amis Lacaton et Vassal ont proposé cet habitat ouvrier d'un type nouveau, où ils reprennent, vous voyez, le concept de serre horticole adaptée à l'habitat, que vous voyez ici. Donc chaque maison, en quelque sorte, c'est des maisons accolées, des maisons en bande. Ça va du T2 au T5. Donc il y a toute la gamme des logements habituels, en habitat en tout cas ouvrier, de type HLM. C'est une opération qui est pilotée par une société de type HLM, hein, en gros. Alors vous voyez qu'il y a une ossature en béton ici, avec une partie donc fixe, d'habitat fixe ici, sur deux niveaux. Donc par ailleurs, on remarque au passage qu'on offre des duplex, qui est déjà quand même remarquable. Et une partie donc qui est constituée par cette fameuse serre qui peut s'ouvrir et se fermer selon les besoins et selon la saison.
Voilà un peu de profil. On voit mieux l'ossature générale de ces logements. Donc voilà les deux niveaux, l'ossature en béton, la plateforme sur laquelle est posée en quelque sorte la serre elle-même, ici, à droite. Vous voyez, qui constitue donc une sorte de jardin d'hiver, qui est donc, selon le moment, qui peut être ouverte ou fermée. Voilà, vu sur la façade côté rue ici, comment ça se présente, avec, vous voyez, le rez-de-chaussée, son petit jardin devant, et donc ici, la serre ouverte en été. Voilà, sur ce schéma, vous voyez en particulier, les architectes montrent comment on peut utiliser les différentes parties et donc générer une circulation naturelle de l'air, une ventilation naturelle, ce qui permet donc d'éviter d'avoir des systèmes d'air conditionné qui sont devenus un peu la règle aujourd'hui, mais qui sont justement une des choses contre lesquelles ils se battent. Hein. Ils essaient de promouvoir au contraire des ventilations naturelles qui, à tout point de vue, justement quand on réfléchit en termes d'architecture durable, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Voilà donc cette proposition qui n'a pas eu un succès considérable, c'était une expérience, hein, mais elle a été reprise ailleurs, en particulier dans la banlieue de Saint-Nazaire. Il y a un petit groupe comme ça d'habitat qui a été construit en s'inspirant directement de l'exemple de Mulhouse. Voilà, donc je vous ai montré deux exemples, hein, à Bordeaux et ici à Mulhouse, de la manière de penser l'habitat, un nouveau type d'habitat social, d'habitat individuel, qui est souvent qui a la faveur du public. Beaucoup de gens qui habitent actuellement dans des bâtiments collectifs souhaiteraient pouvoir habiter dans un habitat de type individuel, comme celui qui a été ici présenté. Alors, deuxième volet maintenant, c'est on s'attaque à un problème considérable qui est celui de l'avenir de ces grands ensembles d'habitats collectifs qu'on a vu naître dans les années 50, 60, vous vous rappelez, hein, je vous en ai parlé, pas longuement, mais je vous en ai parlé un petit peu, en vous en montrant un peu les limites et des propositions novatrices à l'époque. J'ai essayé de vous montrer comment certains architectes avaient, dès l'époque, essayé d'imaginer des cités, des grands ensembles qui ne ressemblaient pas à l'alignement de tours et de barres qui est le scénario le plus fréquent. Donc eux, ils sont là justement en train de se poser la question de que faire avec cet habitat qui est considérable. Il y a des millions de logements, des millions et des millions de logements dans notre pays qui sont dans ces grands ensembles d'une forme ou d'une autre. Alors donc, ils vont là aussi être remarqués par leur travail, d'abord à Paris, ici dans le 17e arrondissement, sur une tour d'abord, uniquement, qui s'appelle la tour Bois-le-Prêtre, et qui a été construite exactement, vous le voyez, dans les 30 Glorieuses, à l'époque de l'explosion, hein, de l'habitat populaire qui était nécessaire à ce moment-là, donc par l'architecte Raymond Lopez, qui est une figure importante, hein, de l'architecture française de ces années-là, qui a construit beaucoup de logements collectifs et d'équipements publics. Alors, vous voyez cette photo en noir et blanc, qui ne rend pas compte évidemment des effets chromatiques qu'il y a en façade, mais néanmoins, moi, je trouve que cette tour, je rappelle, c'est une tour HLM, hein, c'est pas une résidence privée. Elle a quand même, il y a un travail sur la façade, sur la manière dont est composée cette façade, qui me paraît intéressant. C'est pas fait n'importe comment. C'est pas juste un travail de bureau d'études. Vous voyez, c'est vraiment un travail d'architecte avec des moyens limités, mais qui s'efforce quand même d'obtenir des effets de matière et de lumière sur un bâtiment qui se situe donc à la lisière de Paris.
c'est au nord de Paris, le 17e, vous voyez, et c'est les communes qu'il y a au-delà, c'est Saint-Ouen, vous voyez, Saint-Ouen, voilà, c'est ça. Le marché aux puces de Saint-Ouen n'est pas loin de là. Donc, cette tour s'est trouvée d'ailleurs coupée de sa banlieue proche par la construction du boulevard périphérique qui a suivi, hein, qui donc est souvent une frontière entre le Paris intramuros et les premières communes de la couronne de banlieue. Alors, voilà ce que ça devient 30 ans après. À l'époque, on commence à se poser, les premiers chocs pétroliers ont eu lieu, les problèmes d'énergie, etc. Et donc, les pouvoirs publics, les officiers d'HLM, se posent la question de comment réhabiliter ces tours qui sont des passoires thermiques, comme on dit aujourd'hui. C'est devenu, les passoires thermiques, c'est devenu la tarte à la crème du discours aujourd'hui sur comment réhabiliter l'habitat populaire. Donc, type de réhabilitation des années 90, particulièrement médiocre, je trouve, puisque vous voyez que tout ce qui faisait quand même les qualités architecturales de départ ont disparu au profit de revêtements qui certes doivent être efficaces d'un point de vue thermique, mais qui nient complètement l'architecture. Or ça, c'est un des problèmes précisément, y compris d'aujourd'hui. Et je trouve qu'actuellement, et encore sous nos yeux, on voit comment, notamment dans les bâtiments publics, au nom de la lutte contre le gaspillage thermique, en application des nouvelles directives administratives, hein, des nouveaux règlements de type HQE, haute qualité environnementale. Au nom de ça, on applique systématiquement, ou presque systématiquement, aux bâtiments anciens de type des années 50 ou 60, une isolation extérieure, souvent, qui vient complètement, d'une part, masquer tout le décor et le travail que les architectes avaient malgré tout essayé de mettre en forme à l'origine. Donc finalement, ça revient à nier complètement la trace des architectes de la première génération, soi-disant pour obtenir donc une isolation efficace. Bon, donc c'est un vaste débat, mais je ne veux pas aller trop loin, mais vous voyez que déjà dans cet exemple se pose cette question-là. Et que donc, je trouve que la première version de la tour tenait mieux la route de point de vue architectural et esthétique que ce qui a été fait 30 ans après. Donc c'est à partir de ce terrain-là que Lacaton et Vassal vont travailler. Et ils vont donc proposer et réaliser une complète métamorphose de cette tour. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça a été livré en 2011. Voilà, juxtaposé les états successifs de cette tour qui a été saluée dans la presse vraiment. Et comment dire, les habitants, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, les architectes ont cherché à maintenir la population sur place. Leur objectif, c'était de transformer et d'améliorer le cadre de vie de ces habitants en les gardant sur place. Car vous savez que souvent, dans les opérations de restructuration de ces cités populaires, souvent, si on fait démolition en reconstruction, on commence par vider les lieux, chasser la population qui y habitait, la reloger ailleurs, au risque qu'elle ne revienne pas après. On démolit et on reconstruit autre chose de totalement différent, souvent avec moins de logements, donc mécaniquement, il y a moins de gens qui reviennent. Donc, eux, leur objectif, c'est précisément d'essayer au maximum que les gens qui sont sur place et qui souhaitent y rester puissent le faire. Donc, il faut organiser les chantiers de manière à ce que ce soit possible. C'est toute une organisation qui est pensée en amont de manière à ce que l'organisation des chantiers permette à la population de rester sur place au maximum. Alors voilà comment en gros on procède, par exemple. Voici donc le bâtiment au départ, ça c'est l'exemple d'un T2 avec sa façade en place. Donc on va retirer dans un premier temps cette façade, hop, on enlève cette partie là,
qui se résume la plupart du temps, vous voyez, à des panneaux préfabriqués avec des bandes de fenêtres plus ou moins larges, mais en tout cas dans lequel les habitants sont en quelque sorte comprimés. Il n'y a pas vraiment d'extension vers l'extérieur. Donc on supprime cette façade et on va en quelque sorte coller à la place une sorte de module préfabriqué qui comporte à la fois un jardin d'hiver ici, de 2 mètres de large, prolongé par un balcon ouvert, lui, qui fait 1 mètre de large. Donc il y a une extension de 3 mètres ici, qui vient se coller littéralement à la façade. Ce qui fait que la surface habitable, utile, en tout cas la surface utilisable, elle augmente de 30 ou 40% par rapport à l'étape de départ. Voilà, sur un schéma en coupe, on enlève la façade, voilà le module 2 mètres de large de jardin d'hiver, 1 mètre de balcon, il vient se coller là, et voilà l'extension qui est posée en façade. Donc toutes ces opérations peuvent être programmées, vous voyez, de façon progressive, on peut faire par tranche, par niveau, et peu à peu, on peut ainsi transformer complètement, non seulement l'aspect, mais l'habitabilité de ces appartements. Ce qui est le plus important à leurs yeux. Ce n'est pas simplement l'aspect, c'est la manière d'habiter. Ce qui fait que, alors qu'on avait des appartements qui étaient vraiment coupés de l'espace extérieur, parce que limités par des façades rikiki, et qui ne donnaient pas envie de se poster devant la fenêtre pour regarder le paysage. Du jour au lendemain, vous avez donc au contraire une extension qui est un espace de vie, comme vous pouvez le voir ici, où vous pouvez très bien vous installer selon la saison, ouvert ou fermé, et prolongé par un balcon qui, 1 mètre de large, c'est pas trop rikiki quand même, 1 mètre de large, on y circule. Hein. Donc c'est vraiment une extension vraiment intéressante. Et du coup, votre appartement qui était presque sans vue, devient un appartement avec une vue formidable sur le grand paysage parisien. Donc, vous imaginez que ça valorise aux yeux des habitants eux-mêmes qui restent sur place leur logement. Hein. Voilà hein, l'espace qui a été aménagé. Et voilà donc la tour telle qu'elle a été livrée donc en 2011-2012. Et pour ce travail, le duo Lacaton-Vassal a reçu l'équerre d'argent qui est décerné par la revue Le Moniteur chaque année, comme je vous l'ai déjà précisé. Donc, fort de cette expérience de Paris, 17e, ils vont recevoir une nouvelle commande, cette fois plus près de nous, à Bordeaux. Donc voilà, de plus près, à Bordeaux, dans le quartier, dans ce grand ensemble qui s'appelle Grand Parc, qui se trouve... c'est pas la banlieue, hein, c'est la ville de Bordeaux. Hein. On est dans Bordeaux même. Ce que vous voyez ici, là, c'est le boulevard circulaire de Bordeaux qui limite la commune de Bordeaux et les communes de la banlieue. Au-delà de ce boulevard, vous avez le Bouscat, le Pessac, Talence, vous voyez. Bon, donc ça on est à l'intérieur de la commune de Bordeaux. Ici à droite, la photo est un peu ancienne. Hein. Là, vous voyez la base sous-marine, qui aujourd'hui, tout ce quartier a fait l'objet d'une énorme transformation que je vous ai décrite il y a quelques années. Et ça, c'est donc le quartier des Chartrons, ici, à droite. Hein. Voilà, donc on est entre les Chartrons et la banlieue. Et c'est un grand ensemble qui a plus de 4000 logements, donc vraiment un grand ensemble. Mais un grand ensemble quand même de qualité, parce que vous voyez qu'il y avait beaucoup d'espaces verts, bien aménagés, donc certes des tours et des bars, mais dans un environnement soigné, avec des équipements collectifs, je crois, d'assez bonne qualité, et surtout, ce qui est très important, une liaison facile avec le reste de la ville. Car un des problèmes des grands ensembles, c'est très souvent le fait qu'ils sont isolés, loin du centre-ville, et que la communication entre les deux est très difficile.
Donc voilà, c'est là qu'ils vont recevoir une commande, non pas de la totalité hein, du grand ensemble, mais d'une partie, d'une tranche de 500 et quelques appartements. Et donc ils vont appliquer la même méthode, ici, d'aménagement progressif. Alors vous voyez l'état initial ici d'une barre, et puis vous voyez une barre en train d'être aménagée, selon le même principe que je vous ai décrit, d'adjonction d'une extension en façade sud, puisque là c'est le sud, c'est ça qui est intéressant, hein, façade sud, donc pour un jardin d'hiver, c'est impeccable. Et donc on a là un immeuble en train d'être aménagé. Je crois que c'est ces trois-là qui sont finalement qui ont été choisis pour être transformés. Voilà, des photos qui rendent compte. Vous voyez, ici l'immeuble a été terminé, ici c'est en cours. Et voilà, avant, après, vous voyez comme on a les publicités pour la chute des cheveux. Avant, après, ou pour l'obésité. Donc avant et après, voilà le résultat quand même, c'est probant, effectivement. Ça a changé d'allure. Hein, et c'est toujours des HLM. Voilà. Ah donc, voilà de plus près, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, c'est vraiment un beau travail qui valorise énormément ces immeubles. Et puis là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Est-ce que vous arrivez à le lire? Pas vraiment? Parce que là, vous avez un exemple du planning de travaux qui permet de conserver la population sur place. Donc vous voyez par exemple l'extension, qui est apparemment la partie du chantier la plus importante. L'extension, 5 jours maximum par logement, sans déménagement des habitants. Donc voilà, voilà les contraintes du chantier. Mise aux normes d'électricité, 2 jours par logement. Isolation des façades, celles qui sont au nord. Hein. Donc là c'est le sud, là c'est le nord. Donc isolation des façades par l'extérieur cette fois, sans intervention dans les logements. Donc là on ne dérange pas du tout les gens, ils continuent à vivre tranquillement et on leur pose l'isolation extérieure. Remplacement des fenêtres de la cuisine et baies vitrées du séchoir, une demi-journée par logement. C'est rien du tout, quoi. Hein. Bon. Ensuite, salle de bain, 5 jours maximum par logement, selon les travaux à réaliser, avec remise en eau chaque soir pour utilisation par l'habitant. Donc, vous voyez le souci permanent que les gens soient le moins dérangés possible et qu'ils puissent continuer à vivre à peu près normalement pendant la durée d'un chantier qui de toute façon ne sera pas très très long. Ça prendra quelques semaines au maximum. Et puis aménagement donc des parties communes, ascenseurs. Bon voilà, en gros c'était pour vous illustrer, vous voyez, le souci de ces architectes et de leurs collaborateurs d'essayer donc de déranger le moins possible la population et qu'elle puisse continuer à vivre sur place. Et voilà, bon, le chantier qui démarre par exemple dans un immeuble, vous voyez, avec les premiers supports pour le premier niveau et les premiers modules, vous voyez, qui arrivent avec, pareil, la partie serre vitrée et balcon. Voilà, alors exemple d'un appartement, vous voyez, là les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici vous avez un appartement qui avait 87,4 mètres carrés de surface utilisable, qui passe donc à 122,50 et donc il gagne 35 mètres carrés de surface habitable avec un jardin d'hiver de 26 mètres carrés et un balcon de 4 mètres carrés 10, vous voyez. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez le gain de place, non seulement le gain de place et l'habitabilité nouvelle de l'appartement, mais en même temps les gains d'énergie, j'ai oublié d'en parler, parce qu'avec ce système de serre d'hiver qui fait tampon, on a calculé que, par exemple, à la tour Bois-le-Prêtre à Paris, il y a eu un gain de 50% d'énergie. Vous voyez, déjà, pour les habitants eux-mêmes, le gain d'énergie, alors en ce moment, vu le cours de l'énergie, je crois que c'est vraiment important de pouvoir faire des économies d'énergie. Et donc, ce système de serre, qui sert donc là de tampon par rapport à l'extérieur, est particulièrement utile. Et voilà, sur une photo, que j'ai prise dans un livre, hein,
la vue nouvelle désormais offerte aux habitants de ces immeubles vers le centre-ville de Bordeaux, qui est, vous voyez, assez près. Hein, on voit bien que le cœur de Bordeaux est là, tout près, à quelques dizaines de minutes, quoi, bon, de transport. Voilà. Donc, j'en arrive au dernier point. Bon, mais ça va très bien. Voilà, donc troisième point, friche et aménagement, avec 3 exemples de leurs interventions, toujours dans un souci, je dirais, minimaliste, hein, d'économie de matériaux en particulier, alors que d'autres sont beaucoup plus dispendieux. Ben, eux, un de leurs soucis, c'est précisément de faire plus avec moins, pour parodier une formule, hein, vous vous rappelez l'assistement, faire plus avec moins, ben, c'est un peu leur mot d'ordre. Alors, premier grand chantier qui va les faire remarquer aussi, c'est l'aménagement du Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, je vous rappelle que c'est ce bâtiment qui a été construit à l'occasion de l'Expo de Paris 1937, celle qui a vu la construction du Palais de Chaillot sur la colline de Trocadéro, là, hein. Vous vous rappelez, avec le pavillon soviétique, le pavillon de l'Allemagne nazie face à face, cette expo-là, 1937, on construit pour un futur musée, pour recevoir des musées, un palais qui s'appelle de Tokyo, parce que ça n'a aucune référence avec le Japon, ici ça s'appelle le quai de Tokyo, sur le bord de la Seine, d'où le nom du palais. Alors, 1937, et il a été modifié, il y a eu des aménagements intérieurs, mais globalement, sur le plan architectural, il est resté à peu près intact. Et donc, l'objet de l'aménagement, c'est de transformer cette aile-là en centre de création contemporaine. Depuis l'origine, l'autre aile, ici, a été transformée en musée, a reçu le musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y est toujours. C'est la partie là, ici, qui est donc l'aile sud, en gros. L'aile nord a eu plusieurs affectations, notamment dans les années 70, par exemple, si je me souviens bien, il y a eu à un moment donné la Cinémathèque. A quitté Chaillot, elle est descendue là, puis maintenant elle est à Bercy. Bon, enfin bref, il y a eu diverses occupations des lieux. Et puis donc on a décidé à ce moment-là, au début des années 10, de transformer ce lieu en site de création contemporaine. J'attire votre attention sur la formulation. Il ne s'agit pas d'un musée d'art contemporain. C'est un site de création, c'est-à-dire que dans ce lieu, on va inviter les créateurs d'aujourd'hui à présenter leur travail et à utiliser les locaux précisément pour installer, c'est le cas souvent hein, de leur production, ce sont des installations, pour installer leur production dans cette aile-là. Là voilà, cette aile, hein, c'est celle-ci. Bel exemple d'architecture monumentale, à référence un peu néoclassique, mais d'allure moderniste, un peu dans l'esprit d'Auguste Perret aussi, à la même époque, qui fait le palais d'Iéna, pas loin de là. Alors, voilà maintenant des vues que j'ai prises sur place, dans cet espace, je dirais, libéré par Lacaton et Vassal. Leur souci, ça a été de dégager d'abord toute cette aile de ce qui l'encombrait depuis parfois des dizaines d'années, c'est-à-dire des cloisons, des faux plafonds, des accumulations d'éclairage de toutes sortes. Bref, de débarrasser de tout ce qui était à leurs yeux inutile, et dans cet espace enfin dégagé, d'offrir une multiplicité d'espaces différenciés pour que les artistes d'aujourd'hui puissent trouver ici ou là l'espace qui les intéresse. Donc débarrasser cet espace de tout ce qui l'encombre à leurs yeux et ainsi offrir une qualité nouvelle avec une mise à nu de l'architecture d'origine.
qui a des qualités. C'est une belle architecture, hein, c'est vraiment un beau travail d'architecture des années 30, et qui était masqué en grande partie par les adjonctions postérieures, les cloisons, tous ces postiches en quelque sorte qui sont venus s'accumuler au fil des ans. Et une fois débarrassé cet espace de toutes ces colifichets, je veux dire, on retrouve une qualité d'espace et de circulation tout à fait extraordinaire, qui fait qu'on considère aujourd'hui que c'est le plus grand centre de création d'art contemporain en Europe. Voilà l'entrée, vous voyez, qui se prête à différents types d'installations d'artistes d'aujourd'hui. Vous remarquez la mise à nu, vraiment, hein, à la fois des plafonds, de l'ossature poteau-poutre, mais même les gaines, vous voyez, même les gaines ici, on ne cherche pas à les masquer, elles sont là, voilà, elles sont intégrées à l'architecture, et donc c'est vraiment une mise à nu. Et vous voyez que, autre chose importante, on a dégagé toutes les verrières, qui étaient souvent également en grande partie masquées, et qui donc permettent aujourd'hui à la lumière de pénétrer par diverses ouvertures qui donc augmentent, si vous voulez, les possibilités pour les artistes de trouver des lumières intéressantes. La lumière surgit d'énormément d'endroits différents, soit latéraux, soit zénithaux. Bon, il y a différentes entrées de lumière un peu partout qui donc autorisent des installations et des interventions aussi d'artistes tout à fait originales. Voilà donc des exemples de ces nouveaux espaces. Vous voyez par exemple ici comment la lumière vient à la fois par cette sorte de coupole ici et diffuse une lumière zénithale de très bonne qualité, mais que vous avez des entrées latérales de chaque côté. Donc vous voyez, vous avez des possibilités de mettre en valeur des travaux d'artistes de façon différenciée. Et voilà la mise à nu de ces ailes avec les effets de courbe également qui sont tout à fait intéressants et utilisables par certains artistes. Voilà un exemple de niche, vous voyez, qui est utilisé par un artiste pour installer sa production. Et vous voyez là encore les effets de comment les verrières diffusent cette lumière différenciée. Et voilà un exemple d'installation tout à fait. Quand j'y repense un peu, quand j'ai pris cette photo, je me suis un peu amusé parce que, je ne sais pas si vous le remarquez comme moi, on a l'impression que les visiteurs qui sont ici font partie de l'installation. Ils ont été figés. Ça, c'est le miracle de la photographie. Donc, ils ont été figés. On a l'impression que tout ça fait partie du même ensemble, avec ces petits personnages qui parsèment un peu l'espace ici. Bon, vous voyez qu'il y a toutes sortes de propositions artistiques possibles là-dedans, mais y compris avec des cloisonnements. Vous voyez qu'ici, on a recréé des cloisons, donc rien n'est interdit. On peut abattre, moduler l'espace selon les besoins et selon les desiderata des artistes. Voilà des exemples d'installation. Celle-ci est particulièrement saisissante dans cet espace nu comme ça. Voilà. Alors, et puis bon, à l'entrée, il y a aussi, on peut remarquer une sorte de cafétéria, coin repos, qui est tout à fait sympa parce que je trouve qu'il résume bien l'esprit des lieux. On est ici dans des lieux qui ne sont pas des lieux sacralisés. On ne rentre pas dans le temple de l'art. Hein. On n'est pas en train de faire la révérence devant les chefs-d'œuvre de la production artistique, comme c'est parfois le cas pour le grand public. Il y a parfois, vous avez une certaine distance, une certaine gêne à rentrer dans ces hauts lieux de l'art que sont les grands musées, qui sont un peu intimidants hein, quand on n'a pas les clés pour y entrer. Et donc, l'intérêt de ce genre de lieu, c'est que ça désacralise tout ça. Donc, on est dans un lieu où on rentre, je dirais quasiment librement, et on déambule comme on veut, ça plaît ou ça plaît pas, peu importe, mais on découvre
on s'intéresse, on se pose des questions, etc. Et puis, même les lieux, vous voyez, d'accueil à l'entrée sont parfaitement cool, je dirais. Hein. Bon, c'est la cool attitude, quoi. On est dans un endroit où on est à l'aise et où les gens, on le voit, les gens se sentent à l'aise. Alors que dans un musée un peu traditionnel, on est souvent un peu coincé, bon, il faut être silencieux, pas faire de bruit, etc. Bon là, c'est bon, on y va, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Bon, donc c'est vraiment intéressant comme manière d'appréhender le rapport entre le public et un lieu où se fait de l'art d'aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment de l'art d'aujourd'hui qui se fait et qui est exposé en permanence. Bon, école d'architecture de Nantes, également, que je ne connais pas personnellement. Donc là, les photos que vous avez sont des photos que j'ai piochées sur Internet, mais je ne connais pas le lieu. J'espère y aller prochainement, mais pas pour l'instant, je n'ai pas encore découvert. Donc, ils ont été un des premiers architectes à construire sur ce nouveau quartier de Nantes, qu'on appelle l'île de Nantes, qui est au sud de la Loire, qui est l'ancien quartier industriel, où d'anciens ateliers ont été transformés en lieux culturels, comme c'est désormais un peu le cas un peu partout, et où de nouvelles bâtisses ont été édifiées, notamment cette école d'architecture qui a été un des premiers lieux, un des premiers bâtiments nouveaux construits dans cet espace. Voilà la maquette, si vous voulez, en image 3D, et voilà des photos prises donc pour illustrer cet esprit d'ouverture, vous voyez, un espace ouvert et évolutif. On voit, rien que par ces photos, on voit que cet espace, vous le voyez, est, comment dire, pénétré de partout d'espaces de circulation, de rampes, de passerelles, de coursives, et qu'il se prête à des utilisations multiples, qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Ce qui fait que l'espace utile de l'école peut se dédoubler quasiment par les espaces immédiatement extérieurs ou adjacents. Vous voyez un exemple, d'utilisation d'un espace semi-ouvert qui se prête à des ateliers expérimentaux ou à des rencontres, vous voyez, à des travaux. On peut imaginer, ici, c'est l'école d'architecture, donc ce sont des futurs architectes qui se livrent donc à des travaux expérimentaux ou des travaux d'équipe, par exemple, dans des lieux qui sont donc conçus comme étant, je l'ai écrit, en reprenant les mots même qu'ils emploient, redéployables et réaffectables à volonté. Voilà, et pour terminer avec eux, on va faire un tour dans le nord, où ils ont aménagé une ancienne friche industrielle, celle des chantiers navals de Dunkerque, où s'est installé le FRAC du Nord. Le FRAC, ça veut dire le Fonds régional d'art contemporain. Chaque région, depuis les années 80, chaque région est censée avoir un fonds régional qui a pour mission, d'acheter éventuellement des œuvres d'artistes contemporains et de constituer donc une collection, et deuxième mission, de la montrer. C'est pas simplement acheter, conserver des œuvres acquises, mais aussi de s'ouvrir au public et d'avoir une politique donc d'exposition, de mostration, comme on dit maintenant, des mots savants. Ça fait partie de leur fonction de base. Alors donc, vous pourriez voir ici, vous pourriez avoir l'impression qu'il s'agit de deux bâtiments qui ont été aménagés, deux anciens ateliers industriels qui ont été transformés pour devenir le FRAC. Ben, pas du tout. En fait, il n'y en avait qu'un. Et donc le deuxième, son jumeau, il a été construit de toutes pièces, mais à l'image du premier, de l'existant. Voilà. Donc ça, c'est le bâtiment qui existait, qui était une halle industrielle, belle facture d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas de quand elle date, mais en tout cas, peut-être des années 20 ou 30. En tout cas, c'est un bel atelier industriel qui était adapté au chantier naval et qui donc offrait un espace de travail considérable. Et vous voyez à droite donc son double en quelque sorte. Alors voilà quand même un petit rappel de ces lieux. Voilà à quoi ressemblaient les lieux du temps de leur splendeur.
lorsque les chantiers navals de la Nord-Med régnaient en maître ici, sur tout ce coin du port de Dunkerque. C'était énorme, vous voyez. C'était un énorme chantier naval ici, avec les cales où étaient construits les navires, vous voyez là, avant d'être lancés ici. Vous voyez l'immensité de tous ces ateliers. Et puis, voilà, le bâtiment dont je vous parlais, c'est celui-là. C'est le seul qui est resté avec celui-ci en bleu, là, à côté, de cet immense complexe industriel qui s'appelait Nord-Med, parce que dans les années 60-70, il y a eu fusion entre les chantiers de Dunkerque et les chantiers de La Ciotat, près de Marseille, sous le nom de Nord-Med, Nord-Méditerranée, pour essayer de survivre à l'époque où les chantiers navals japonais et coréens ont balayé la planète et ont trusté la construction navale et laissé des miettes pour quelques pays européens. Donc ici, voilà l'état d'origine et voilà l'état après démolition de ces ateliers il y a donc 10 ou 15 ans, disons, ou 20 ans par là. Donc ça a été vraiment la politique de démolition systématique. C'est à remarquer parce qu'il y a d'autres endroits où on a tenu à conserver quand même une grande partie du bâti industriel. L'arsenal de Tarbes. On a démoli une partie, mais on a conservé une bonne partie du bâti qui est reconverti. Ici, le parti a été de tout raser pratiquement, du passer faire table rase, ce qui est quand même discutable, hein, très discutable. Mais on n'a conservé que ce bâtiment-là. Et c'est à partir de ce noyau-là que se reconstruit, que se réaménage le quartier. Alors voilà ce qui est resté, ce très beau bâtiment industriel, que, évidemment, Lacaton et Vassal ont tout de suite intégré dans leur démarche, et voilà leur proposition, voilà ce qu'ils ont proposé, dédoubler littéralement le bâtiment primitif pour en faire donc le FRAC. Voilà, je reviens à l'image de départ, et puis voilà la structure interne, donc là, industrielle ici, et à l'intérieur de ce bâtiment, différents niveaux qui représentent les différentes fonctions du FRAC, c'est-à-dire principalement donc les réserves avec les collections et puis les salles d'exposition, et puis les bureaux administratifs, etc. Et tout ce qu'il faut pour que le FRAC marche. Avec une sorte de rue entre les deux, vous voyez ici, qui est accessible par le niveau 0 ou par le niveau 1 grâce à la passerelle qui est ici. Vous voyez la passerelle ici permet de rentrer directement dans le bâtiment au niveau 1. Sinon l'entrée principale est ici, au rez-de-chaussée. Voilà cette espèce de césure ou au contraire de transition entre les deux bâtiments. À droite le bâtiment nouveau, à gauche le bâtiment ancien rénové. Voilà l'espace de ce grand bâtiment rénové qui peut se prêter à de grandes manifestations, expos, rencontres, etc. Et qui permet justement, vu son volume, d'accueillir y compris des installations de très grande taille. Voilà le bâtiment vu sur le côté, et voilà l'autre justement, vous voyez, où on peut lire par transparence les différents niveaux et les différentes fonctions. Et de nuit encore, vous voyez comment ce bâtiment également, on peut lire son organisation intérieure de manière très, très, très visible. Alors voilà justement. Et là, on retrouve le parti qu'on a vu au Palais de Tokyo, offrir des espaces libres, relativement nus, vous voyez, le béton est à nu ici, mais qui sont modulables, puisque vous voyez que par exemple ici, c'est ces sortes de cloisons qui clôturent en partie cette salle par exemple. Dans le cadre de cette exposition, on voit très bien qu'on peut très bien les supprimer. On voit que ce n'est pas du tout une cloison fixe, elle peut être démolie, déplacée et faire place à un nouveau dispositif. En haut, on a une superbe terrasse qui offre une vue imprenable sur la ville et le port et la mer, puisque là-bas c'est la mer du Nord qui commence là, et puis qui peuvent se prêter à des expositions
C'est à la fois un lieu de promenade et un lieu d'exposition possible. Ici, les boubous africains. Et puis, cette promenade, donc, qui permet d'accéder directement à la plage favorite des Dunkerquois, qui est Malo-les-Bains, ici, qui est donc un peu c'est la banlieue, quoi, on pourrait dire, la banlieue balnéaire de Dunkerque, là où les gens vont se baigner l'été. Voilà, donc, et voilà comment ce frac sert un petit peu aussi de locomotive, on retrouve toujours le même schéma, à une reconversion de cette partie du port, qui était donc autrefois les chantiers navals, et qui, tout en restant fidèle à la mer, puisqu'il s'agit de transformer ceci en port de plaisance, donc on est toujours dans l'univers maritime, mais appliqué au tourisme cette fois, et au loisir, avec des bâtiments donc qui vont venir compléter cette partie, ce nouveau quartier, en quelque sorte, portuaire de Dunkerque. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.